Bonsoir, nous sommes le lundi 29 juin 2015. Merci de nous rejoindre sur TV Fil 78 pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici les principaux titres que nous allons développer. Jusqu'à 38 degrés, 40 degrés même mercredi dans les Yvelines. Nous connaîtrons cette semaine un phénomène qui n'avait pas été observé à cette période de l'année depuis plus de 60 ans selon Météo France. La Commission des citoyens pour les droits de l'homme vient d'organiser à Paris une marche contre les abus psychiatriques. Les manifestants dénoncent les internements de force ou encore les traitements dégradants. Manifestation qui fait écho à une action menée en début d'année à Plaisir. Nous en parlons avec sa présidente. Et puis le festival Solidays a battu des records de fréquentation. Un festival francilien où de nombreux Yvelinois étaient présents côté organisation. Les enfants et les personnes âgées sont les plus vulnérables aux fortes chaleurs. En 2003, la canicule avait fait 15 000 morts. Pour protéger les anciens de ces fortes températures, les maisons de retraite ont pris des dispositions. Exemple dans l'établissement Corian Quieta, c'est à Montigny-le-Bretonneux, avec Yolène Thorez et Elodie Moine. Donc vous savez qu'il va faire très chaud cette semaine. Il va faire chaud? Oui, très chaud. Moi j'aime la chaleur. Oui, À la maison de retraite Corian Quieta à Montigny-le-Bretonneux, le sujet est sur toutes les lèvres. Il faut se préparer à une vague de grande chaleur, d'autant plus que les personnes âgées sont plus vulnérables. Déjà, elles ont des polypathologies, cardiaques, respiratoires, diabète, qui les rend plus vulnérables à la déshydratation. La personne âgée n'a plus une sensation de soif comme on peut avoir plus jeune. Elles ont des traitements qui parfois peuvent aggraver la déshydratation, tout ce qui est traitement neuroleptique, antidiabétique, antihypertenseur. Pour parer aux fortes chaleurs, chaque été, l'établissement met en place un plan canicule. Du 1er juin au 31 août, ils sont ce qu'on appelle en veille sanitaire. C'est un système qui permet d'anticiper et de mettre en place des mesures préventives. Le personnel est formé en permanence. Il est formé plus particulièrement avant le mois de juin par le médecin coordinateur, avec des mesures d'hydratation, des mesures de surveillance et de prise en charge. L'hydratation, 1,5 litre par jour et par personne, le maître mot du personnel durant tout l'été. Un personnel chargé également de donner des douches, d'être vigilant sur l'habillage des résidents, de façon légère et en privilégiant le coton, ou encore d'orienter l'alimentation vers des nutriments aux apports hydriques plus importants. Il faut aussi dépister les premiers signes de déshydratation. Quelqu'un qui était apathique qui devient un peu agressif ou l'inverse. Ensuite, il y a les maux de tête, il y a la modification des constantes, la température qui augmente, la fréquence cardiaque qui augmente, la tension qui baisse, tout ce qui est troubles digestifs, vomissements, diarrhée, les malaises. La climatisation est d'ores et déjà en marche dans les pièces de l'établissement. Ici, on est prêt à affronter la chaleur. Et face à cette vague de chaleur annoncée pour les prochains jours, quels sont les bons gestes à adopter, que vous soyez âgé ou non? Voici quelques conseils avec ce sujet. Contre la chaleur, je ferme les volets et les fenêtres. Et on reste au frais. Voilà. Boire beaucoup. Au moins c'est 2 litres d'eau par jour. Voilà. Et vous restez chez vous? Oui, éviter de sortir entre midi et 16 h. Je me désaltère, c'est tout. Il n'y a que ça à faire, on se protège du soleil en restant à l'intérieur. Des gestes simples et bien connus, il va falloir les adopter dès demain. Une vague de chaleur exceptionnelle est annoncée avec des températures avoisinant les 40 degrés. Du jamais vu depuis 60 ans à cette période de l'année. Ce matin déjà, les clients se préparaient. On a eu plus de monde ce matin, donc on présume effectivement que les gens vont rester au frais cet après-midi parce qu'on a eu vraiment un flux inhabituel pour une matinée. Ouais. On attend par exemple 38 degrés mercredi dans les Yvelines. Les bons réflexes à adopter, rester dans un endroit frais plusieurs heures par jour, éviter de sortir aux heures les plus chaudes, limiter les efforts physiques, mais surtout boire beaucoup. S'hydrater énormément, régulièrement, souvent, s'hydrater en buvant, s'hydrater par à l'aide de brumisateurs, s'hydrater la peau. Voilà, surtout être vigilant avec les enfants en bas âge et les personnes âgées qui sont les personnes les plus sensibles à la déshydratation. La plateforme téléphonique Canicule Infoservice vous informe également du lundi au samedi de 8 h à 20 h. On passe à l'invité du journal à présent, Mylène Escudier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la Commission des citoyens pour les droits de l'homme, la CCDH. Vous venez d'organiser une marche sur Paris samedi dernier, une marche contre les abus psychiatriques, internement de force, traitement dégradant, dépistage des enfants et mise sous camisole chimique. Ça fait partie des points que vous entendez dénoncer. Avant de rentrer plus dans le détail, expliquez-nous déjà pourquoi votre inquiétude, pourquoi un tel mouvement?
Alors, si vous voulez, l'association, donc la Commission des citoyens pour les droits de l'homme, association que je préside, existe depuis plus de 40 ans en France dans le but de dénoncer les violations des droits de l'homme en psychiatrie. Il faut savoir qu'on reçoit de nombreux témoignages de personnes victimes d'hospitalisation abusive, de mise en soins sous contrainte abusive ou de mauvais traitements dans les établissements psychiatriques, comme la mise en contention, en chambre d'isolement ou encore des électrochocs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez 70 000 séances d'électrochocs chaque année en France. Donc, d'autant plus, et c'était la raison de cette manifestation samedi qui a réuni plus d'1 millier de manifestants de Montparnasse à Saint-Michel, c'est pour sauver, si je puis dire, ou protéger les enfants d'abus psychiatriques, parce qu'il y a une tendance au jour d'aujourd'hui à dépister à tout va, notamment les enfants dits hyperactifs, et à les mettre sous Ritaline. Justement, on voit les images de cette mobilisation et on va s'attarder sur cette question des enfants dans un instant. Juste sur le constat que vous faites, vous menez des enquêtes, des études pour chiffrer un petit peu la situation, que ce soit au niveau national ou départemental? Oui, alors nous demandons auprès de chaque commission départementale des soins psychiatriques leurs statistiques d'hospitalisation sous contrainte, ce qui nous permet de savoir exactement où on interne le plus, où on hospitalise le plus, où on met en soins sous contrainte le plus en France, par département et au niveau national. Donc ça permet de savoir, de comparer la France aussi à d'autres pays européens. Il faut savoir qu'on interne à 2 à 3 fois plus que dans la majorité des pays européens. Donc en France, en plus de consommer beaucoup de drogues psychiatriques, on interne aussi beaucoup. Donc nous sommes sûrement pas plus fous que nos amis allemands ou anglais ou espagnols, mais en tout cas c'est vrai qu'en France il y a une vraie tendance à tout psychiatriser. Et c'est lié à quoi? À un abus? Il y a un vrai lobbying de l'industrie pharmaceutique, il ne faut pas se leurrer, il est là, il est certain. Vous avez notamment l'association Hyper Super TDAH France, qui est une association qui est financée par le laboratoire Shire, laboratoire qui commercialise le Quasim, qui est l'équivalent de la Ritaline. Donc la Ritaline qui est un psychostimulant qu'on prescrit aux enfants soi-disant hyperactifs, qui est proche de la cocaïne. Et cette association a demandé tout récemment à la Haute Autorité de Santé de faire un rapport justement sur l'hyperactivité des enfants et la nécessité de dépister dès le plus jeune âge. Mais la dangerosité de ce rapport, c'est qu'il préconise plusieurs grandes choses, notamment des dépistages le plus précoces possible dans les écoles, de façon à dépister et à trouver, si je puis dire, à étiqueter les enfants hyperactifs. Mais ce qui est très inquiétant, c'est que ces enfants hyperactifs, qui sont souvent un petit peu plus agités que les autres, ou peut-être plus créatifs, ou peut-être plus intelligents que d'autres, on va les étiqueter malades mentales à vie, c'est une étiquette à vie, et en plus de ça, on va leur donner un psychostimulant proche de la cocaïne, qui est classé par l'ONU dans la même catégorie que le crystal meth ou le speed. Donc c'est un vrai psychotrope. Vous étiez venu en début d'année parler justement de votre mobilisation. Il y en avait eu notamment devant l'établissement de Plaisir, par exemple. C'était en tout début de cette année 2015. Il y a eu une évolution depuis. Vous me disiez, quand on discutait pour préparer l'entretien, que ça n'allait pas mieux, au contraire, sur les internements de force, par exemple. Oui, alors le problème, c'est que la loi a été réformée en septembre 2011 et en juillet 2013. Et il faut savoir que depuis ces réformes de la loi sur l'hospitalisation sous contrainte, il y a de plus en plus d'internements, alors qu'à la base, ces lois ont été votées, mis en place pour diminuer le nombre de personnes hospitalisées sans consentement. Donc nous, on constate une recrudescence d'utilisation des procédures dites d'urgence ou de péril imminent. Et par rapport au département des Yvelines, il faut savoir que la situation est particulièrement inquiétante parce que dans les hôpitaux, et c'est la raison de nos manifestations il y a quelques mois, et d'ailleurs on va remanifester cet été, parce que la situation n'a pas évolué positivement. Il y a toujours beaucoup d'hospitalisations et beaucoup de mesures dites d'urgence ou de péril imminent qui sont utilisées dans ces hôpitaux. Mais à partir de quel moment c'est abusif? C'est-à-dire que, même pour être très clair, aujourd'hui vous demandez l'interdiction complète de ces internements de force, contre la volonté en tout cas de la personne concernée, ou alors qu'il y ait plus de contrôle dessus et plus de visibilité? Il faut qu'il y ait beaucoup plus de contrôle. Vous savez, en prison, je prends toujours l'exemple des prisons, vous avez énormément de contrôle dans les prisons. Et pourtant, ce sont des personnes qui ont été privées de leur liberté les plus fondamentales parce qu'ils ont commis un crime ou un délit. Faut savoir qu'en psychiatrie, la personne n'a absolument rien commis. Et elle est pourtant privée de ses libertés les plus fondamentales, parfois quelquefois, c'est pour maltraitée. C'est pour la protéger d'elle-même aussi. Oui, alors mais il faut savoir que vous avez les hospitalisations à la demande du préfet, donc sur arrêté préfectoral, et statistiquement parlant, vous en avez très peu comparé aux hospitalisations à la demande d'un tiers. Donc il faut savoir que là, même dans les Yvelines, mais c'est un sujet inquiétant qu'il faut réformer,
qu'il faut changer, c'est que vous avez les utilisations d'urgence, c'est sans même l'accord d'un membre de la famille. Donc un seul psychiatre peut priver n'importe quel citoyen de ses libertés. Et vous avez une utilisation massive de ces procédures dans le département des Yvelines. Donc il faudrait plus de contrôle dessus. Plus de contrôle, voilà exactement, et beaucoup plus d'humanité dans les hôpitaux psychiatriques, parce que vous avez un brillant économiste, le docteur Jean-Louis Cacomo, qui est professeur d'économie à l'université de Perpignan, qui a fait un discours lors de notre manifestation de samedi. Il faut savoir qu'il a été hospitalisé du jour au lendemain, privé de ses libertés, interné, menacé de traitement par électrochoc, enfermé pendant 1 an, à consommer une quinzaine de psychotropes par jour. Il y a une procédure autour de ça. Oui, tout à fait. Il y a une procédure. Parce que c'était par le directeur de l'établissement dans lequel il exerçait qui avait fait cette demande-là d'internement et c'est encore en cours de traitement par la justice. Exactement. Voilà. Donc c'est encore c'est une affaire en cours. Exactement. Mais en tout cas, on aide activement cette personne parce que être interné par son propre employeur, c'est quand même une grande première et c'est totalement illégal. Donc on va l'aider à obtenir ses dommages et intérêts comme il se doit. Mais je le rappelle, la procédure est en cours. Oui. Voilà. Il y a aussi le fait, vous l'avez évoqué tout à l'heure, que la France soit un des pays donc, les plus psychiatrisés, mais aussi où l'on consomme le plus de psychotropes. Nous sommes allés faire un petit micro-trottoir, savoir comment les gens percevaient ça, justement. Moi, je pense que les antidépresseurs, c'est une bonne chose pour certaines personnes dont c'est une maladie chronique ou quoi que ce soit. Je pense après, c'est des médecins qui gèrent ça mieux que tout le monde, donc je pense qu'on ne peut pas forcément juger ce qu'un médecin dit ou quoi que ce soit. Je sais pas. Je peux pas juger les gens. Bon, il y a un malaise, c'est sûr. Peut-être que les gens sont, trop stressés ou peut-être ont recours à l'antidépresseur un peu rapidement. Aucune idée sur la question, moi j'en prends pas. Si la moyenne de la consommation mondiale est inférieure à la nôtre, on peut se remettre en question. Je pense que de tout temps dans ce pays, il y a eu une grosse influence des laboratoires pharmaceutiques sur les médecins et que progressivement, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. On voit certains généralistes qui commencent à avoir une plus grande conscience de leur part de responsabilité là-dedans. Et je pense que progressivement, ça va aller en s'améliorant. Je pense que vous rejoignez le dernier témoignage. Oui, tout à fait. Il faut savoir que les autorités de santé, la Haute Autorité de Santé et l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui sont les 2 plus hautes instances de santé dans notre pays, sont beaucoup controversées en ce moment parce qu'il faut savoir qu'il y a notamment Mediapart qui a enquêté sur les conflits d'intérêts de leurs experts, leurs médecins qui autorisent la mise sur le marché du médicament ou qui décident des taux de remboursement de psychotropes. Et il faut savoir que la grande majorité de ces experts sont financés par des laboratoires pharmaceutiques. Et donc nous, si vous voulez, en tant qu'association de droits de l'homme, on dénonce très fortement ces conflits d'intérêts. Et la ministre de la Santé a d'ailleurs pris ce problème à cœur parce que dans le cadre de la prochaine réforme de santé qui sera présentée au Sénat en septembre, ils veulent augmenter les contrôles justement dans les instances de santé pour veiller à ce qu'il n'y ait plus de conflits d'intérêts ou tout du moins beaucoup moins et donc renforcer ces contrôles-là. Donc nous sommes satisfaits de ce projet de réforme, mais il y a encore beaucoup à faire parce que quand la personne parlait des médecins généralistes, les médecins généralistes restent les plus gros prescripteurs d'antidépresseurs en France. Donc ça reste une mode, un médecin généraliste va être rapide, va tout de suite prescrire son médicament miracle, mais au vu des effets secondaires très importants de ces médicaments, il faut y réfléchir à 2 fois. Il faut surtout informer le consommateur des effets secondaires. Lutte contre les psychotropes, lutte contre les abus d'internement également. Pour bien comprendre le sens de votre combat, je voudrais juste tout de même préciser le fondement même du CCDH. Ça a été fondé par l'église de Scientologie. Donc pour être tout à fait clair, quels sont les liens que vous entretenez aujourd'hui avec l'église de Scientologie ? L'association a été cofondée en 1969 en fait, aux États-Unis par l'église de Scientologie et un brillant professeur de psychiatrie, le docteur Thomas Szasz, dans le but justement d'assainir le domaine de la santé mentale et de faire en sorte que les droits fondamentaux de l'homme soient respectés dans ce domaine. Et si vous voulez, historiquement parlant, le fondateur de l'église de Scientologie avait lui-même vu des abus en psychiatrie dans les années 50-60 et il a voulu dénoncer haut et fort ce qu'il a vu et les pratiques inhumaines. Mais la Scientologie qui est vue comme une secte en France, qui est classée comme une secte en France, il y a des rapports entre les deux. Aujourd'hui, comment vous intervenez ? Par exemple, pour être très clair, le combat que vous menez, on sait que l'église de Scientologie n'est pas pour justement tout ce qui est psychiatrie, psychotrope et
autres. Est-ce qu'aujourd'hui vous officiez pour l'église de Scientologie, très clairement? Alors il faut savoir que l'association est une association indépendante de l'église de Scientologie, de par ses statuts, c'est une association de loi 1901. Donc bien sûr que dans l'association, vous avez de nombreux scientologues qui sont des citoyens qui considèrent qu'ils ont leur responsabilité en tant que citoyens de dénoncer ce qui se passe en matière de violation de droits de l'homme dans notre pays, qui est la France. Maintenant, par rapport à la scientologie, il faut savoir que vous avez mentionné le fait que c'était une secte, mais il faut savoir que c'est classé comme tel, hein, c'est pas moi qui l'ai mentionné. C'est classé par un rapport parlementaire qui a été annulé par Jean-Pierre Raffarin, qui était à l'époque Premier ministre. Donc, si vous voulez, parce qu'on ne peut pas, en France, vous avez la séparation de l'Église et de l'État, et l'État français ne pourra jamais reconnaître une religion d'une secte d'ailleurs, parce que vous avez la séparation de l'Église et de l'État, donc vous ne pouvez pas avoir cette Mais vous avez été auditionné récemment aussi, c'est avec le CCDH, dans ce cadre-là. C'est pour ça que vous ne pouvez pas officiellement dire que la scientologie est une secte, mais il faut savoir que la scientologie est une religion, est reconnue comme une religion dans de nombreux pays, notamment en Angleterre, en Espagne, au Portugal. Vous n'êtes pas venu en plateau pour parler de religion, c'était pour être très clair sur le fondement même de cette commission. Juste pour terminer cet entretien, sur les demandes que vous formulez aujourd'hui, je reviens à la question que je vous posais tout à l'heure, c'est plus de contrôle, vous interpellez les pouvoirs publics, vous avez évoqué d'autres actions éventuellement de sensibilisation pendant l'été? Oui, tout à fait, on continue les actions. Il faut savoir que depuis le début de l'année, on a fait 110 manifestations et obtenu 3 millions de visiteurs sur nos sites, donc on sensibilise énormément de gens. On va envoyer encore 25 000 journaux sur les abus psychiatriques à des autorités très spécifiques qui ont le pouvoir de faire changer les choses au niveau national. Donc on va continuer nos actions, on va faire notamment un raid à vélo dans les Pays de la Loire pour dénoncer les pratiques qui s'y passent. Donc on va continuer nos opérations de sensibilisation sur les abus psychiatriques. Merci Mylène Escudier, présidente de la Commission des citoyens pour les droits de l'homme, d'être venue en plateau. Merci à vous. On passe à la politique à présent avec Debout la France et sa tête de liste sur notre région, Nicolas Dupont-Aignan, qui est en campagne. Il était dans les Yvelines en fin de semaine dernière pour évoquer la question des déplacements et du transport. Mélanie Poquet, William L. Premier déplacement pour Nicolas Dupont-Aignan dans les Yvelines, le député maire de Hyères dans l'Essonne, tête de liste pour Debout la France. L'un de ses axes de campagne pour les régionales présentait ce jour-là les transports en commun et les déplacements en voiture. Il ne s'agit pas de dire que tout se fera en voiture, mais 70% des déplacements en Ile-de-France se font aujourd'hui en grande couronne en voiture. Et la politique des écologistes qui consiste à dire on n'investit plus, a créé des embouteillages et donc de la pollution. Et donc moi je propose qu'on réinvestisse dans les infrastructures routières à certains endroits précis pour débloquer des bouchons. À 6 mois des élections régionales, les différentes formations sont en train de finaliser leur liste. Celle de Debout la France devrait être connue au mois de septembre. Vous aurez des surprises, puisqu'il y aura des maires, des Yvelines, des élus qui en ont un peu assez du régime des partis, soit le clientélisme socialiste, soit le clientélisme UMP. Moi, je pense que, enfin, soi-disant républicain, je pense que les Français en ont marre de ce jeu permanent entre le Parti socialiste et les anciens UMP. Je pense qu'il faut envoyer à la région des gens libres, indépendants. Lors des régionales de 2010, Debout la France, déjà menée dans notre région par Nicolas Dupont-Aignan, avait obtenu 4% des suffrages. La création de la zone d'activité concertée de la remise à Voisins-le-Bretonneux a été actée jeudi dernier en conseil communautaire par la Casquille. C'est une page importante qui va s'ouvrir pour l'histoire de la commune. Ce programme d'urbanisme comprend près de 490 logements, dont 36% en locatif social et plus de 60% en accession à la propriété. Des équipements comme un pôle petite enfance et des aménagements paysagers sont également prévus. La future ZAC devra respecter les quartiers alentours et répondre aux normes de développement durable. Une étude d'impact a été mise à la disposition du public. Elle a recueilli 14 observations qui portaient sur les équipements, la circulation, les énergies renouvelables. Le bilan sera d'ailleurs en ligne sur le site de la ville de Voisins et de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Et puis une autre zone d'aménagement concertée a été créée ce jeudi soir en conseil communautaire, la ZAC Gare Bécane à la Verrière, qui comprend notamment une partie de la zone d'activité de l'Agio et du quartier Orly Park. Il s'agit de créer un écoquartier avec une offre de logements diversifiée, affirme le maire, qui entend descendre en dessous des 50% de logements sociaux sur sa ville. Des commerces, des activités de services verraient aussi le jour pour faire de ce lieu un vrai cœur de ville de 150 000 mètres carrés. Le doublement du pont Schuller qui permet d'accéder à la gare ou encore l'aménagement du carrefour de la Malmedonne fait aussi partie du cahier des charges pour favoriser le désenclavement. Un projet sur 15 à 20 ans a conclu Alain Hajaj à la tête donc de cette commune.
Et puis, en marge de ce conseil communautaire et de cette série de décisions, un nouveau rassemblement a eu lieu à l'appel notamment d'Alain Levotte, l'ancien maire de Magny-les-Hameaux, au nom des collectifs citoyens. Ils étaient une trentaine, beaucoup moins que lors de la dernière séance du conseil syndical, à le rejoindre pour demander un moratoire pour parvenir à d'autres solutions que les fermetures de la maison de l'environnement de Magny-les-Hameaux et la maison de la poésie de Guyancourt. Il a présenté des pétitions ayant récolté de 2 à 3 000 signatures. Rappelons que ces différentes fermetures ont été décidées par l'équipe majoritaire en raison des baisses des dotations de l'État. Plus de 5 millions d'euros d'économies à trouver. Les missions de la Maison de la Poésie et de l'Environnement seront maintenues, redéployées au sein des réseaux et des médiathèques. À noter aussi l'annonce de la fermeture d'une autre structure, c'est l'Office de tourisme. Ces missions seront affectées à la direction de la communication et la direction des services économiques afin de mettre l'accent sur le tourisme d'affaires. Un tout autre sujet, les Solidays qui se sont achevés hier soir. Le festival de musique qui sensibilise à la lutte contre le sida se déroulait une nouvelle fois à l'hippodrome de Longchamp. Le record de fréquentation a été battu, plus de 225 000 spectateurs sur les 3 jours de festival. Festival qui ne serait rien sans ses bénévoles. 1500 cette année à avoir donné de leur temps et de leur énergie pour une bonne cause. Portrait d'un Yvelinois engagé avec William L. Bienvenue au Solidays à l'hippodrome de Longchamp, transformé pour l'occasion en gigantesque festival à ciel ouvert. 3 jours de fêtes, de concerts, mais surtout 3 jours pour lever des fonds contre le sida. Une explosion de records cette année avec des dizaines de concerts, des têtes d'affiches de renom et plus de 225 000 visiteurs. Les Solidays ont engrangé une recette de 2,6 millions d'euros, une somme qui n'aurait pas pu être levée sans les bénévoles. Ils étaient 1500 cette année comme Stéphane Inimontin. Il nous a expliqué pourquoi il a décidé de s'inscrire. C'est l'histoire de passer un bon week-end de 3 jours avec des gens qu'on ne connaissait pas au départ, une sorte de petite famille comme ça. Maintenant on commence à se connaître de plus en plus, c'est sympa. Et tout ça pour défendre la lutte contre le sida, donc voilà, c'est toujours sympa de faire ça dans une bonne ambiance. Et voilà. Être bénévole, c'est travailler tout en s'amusant, mais aussi avoir accès au backstage, une toute autre manière d'aborder le festival. Ici, c'est le QG des bénévoles. En fait, c'est là où on se retrouve dès qu'on a un petit moment de pause pour se reposer, pour se retrouver entre les potes de différentes équipes. On a un endroit abrité pour manger un peu. On a aussi des tables de ping-pong, des baby-food, des petites tentes pour dormir si on a le temps de dormir. Enfin, c'est vraiment le petit coin parfait pour nous, petit coin privilégié. On a même un petit bar là-bas. Stéphane a passé l'après-midi à l'entrée du festival au contrôle des sacs. Il est temps maintenant pour lui de s'arrêter et profiter un peu des concerts. Pas que, mais en partie, ouais. Pour faire la fête, pour s'amuser dans une bonne ambiance. Tout le monde est de bonne humeur, c'est super cool. Regarde, on se connaît pas. C'est cool. Et voilà. C'est ça les Solidays aussi, c'est la bonne humeur, c'est la joie de vivre. Nous retrouvons Stéphane le lendemain midi, cette fois-ci au travail, après une longue nuit de concerts et de fêtes. En fait, on vérifie les bracelets, s'ils ont le droit de rentrer, voilà. Les passes 3 jours, 2 jours. Bracelet rose, c'est bon, violet, voilà, merci. On a bien dormi quand même, on s'est bien reposé, un bon café et c'est reparti. Et là, c'est la dernière journée, ça va, super. Le festival, financé en partie par la région Île-de-France et par de nombreux partenaires, ne pourrait pas se faire sans l'aide des bénévoles. Un mois de montage est nécessaire pour toute l'infrastructure et ici, tout est fait pour rappeler l'importance de leur contribution. Le bénévolat, c'est la vitrine du festival Solidays. Voilà, d'abord, ce festival n'existerait pas sans eux. D'autre part, ce festival repose sur une dynamique collective et voilà, et c'est eux qui la portent, c'est eux qui la font vivre au quotidien dans le cadre du festival. Moi, j'entends que des gens qui me disent vos bénévoles, ils sont formidables, ils ont le sourire, ils donnent le meilleur. Solidays, un festival responsable et solidaire qui porte des valeurs de partage. Le démontage a peine commencé. La 18e édition est déjà en préparation. Les bénévoles, ils sont là les bénévoles. Je peux leur faire un gros poteau les bénévoles. Là ici.
Super ça en plus. Bah non, parce que voilà, sans vous, bah on n'est rien les gars. Donc merci, allez encore un petit poteau. Le poutou d'Antoine Decaune. Un dernier mot pour refermer ce journal. Le gala de boxe prévu au Vélodrome National a été reporté, prévu le 4 juillet. Il se tiendra finalement le 28 novembre. 8 combats professionnels qui doivent se dérouler dans le championnat d'Europe des poids welters avec le Français Ahmed El Moussaoui du club d'Elancourt, champion en titre. Officiellement, les organisateurs veulent se donner plus de temps pour préparer un événement d'une telle ampleur. J'en profite pour vous rappeler d'ailleurs que tous les résultats et toute l'actualité sportive, c'est dans un instant sur TV Fil 78, toujours avec Mickaël Elmidoro et son 7-8 Sport. Moi, je vous retrouve demain dès 18h en direct pour une nouvelle édition du journal. Très belle soirée.